Ces voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférents. Aujourd'hui, je reçois Marie de Brouwer. Elle a 28 ans et habite à Paris. Marie est une journaliste et elle s'engage pour visibiliser les conséquences de la grossophobie. La grossophobie est au cœur de son histoire. Son histoire, elle la raconte. Entre une enfance joyeuse et le regard parfois méchant des autres et de la société sur son corps, elle aurait pu fléchir, mais elle a décidé de ne jamais couler. C'est le titre de sa bande dessinée. Elle déplore et dénonce cette injustice de naître dans un corps plus gros que la norme, mais à cheminer pour l'accepter, pour suivre ses rêves. Dans cet épisode, je veux en savoir plus sur Marie et ses ressorts. Nous parlons de cette discrimination qui peut s'exprimer dans les plus petites choses du quotidien, comme dans les représentations médiatiques du corps des hommes et des femmes. Nous évoquons l'amour, la sexualité et les solutions pour contrer la grossophobie. Je m'appelle Simon Icard et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Marie de Brouwer. Bonjour. Tu es journaliste, réalisatrice de documentaires, podcasteuse et tu as choisi de raconter ton histoire à travers Ne jamais couler, une bande dessinée drôle, touchante et illustrée avec délicatesse par Lucie Macaroni. C'est paru aux éditions Le Duc. J'ai voulu te recevoir pour parler avec toi d'un sujet qui potentiellement peut toucher près de 20% de la population en France et qui devrait interpeller tout le monde. Et cela porte un nom, c'est une discrimination. Il s'agit de la grossophobie. Mais d'abord, on a envie d'en savoir plus sur toi. Comment tu te présentes et tu te décris aujourd'hui? Eh bien, comme j'ai plein de casquettes, plein de métiers différents, donc quand je me présente, c'est toujours un peu long. Donc, je m'appelle Marie, j'ai 27 ans déjà, et bientôt 28 là, dans un mois, un truc comme ça. Et donc, je suis journaliste de formation, réalisatrice de documentaires, c'est un peu mon activité principale. Et je me suis saisie du sujet de la grossophobie, qui est un sujet qui m'est personnel, pour en parler aussi de manière différente dans différents médias. Donc, je suis aussi active sur les réseaux sociaux. J'ai écrit ma bande dessinée. J'ai fait un format qui s'appelle Comment tu dates, où je parlais avec d'autres personnes qui sont invisibilisées ou sous-médiatisées, en tout cas, de leur manière de dater. Donc voilà, je fais, oui, du podcast, du documentaire. En grosso modo, je suis dans les médias. Voilà ce que je disais, c'est pas clair. Plein de casquettes. C'est très clair, tu prends la parole et tu t'exprimes, mais aussi tu analyses et tu racontes. Est-ce que justement, pour se raconter, tu peux nous raconter où tu as grandi, dans quel milieu familial? Bien sûr. Alors moi, je viens d'un milieu assez bourgeois et privilégié en banlieue dans les Yvelines, banlieue de Paris. J'ai grandi toute ma vie dans le 78 et j'ai fait ma scolarité à Versailles, qui est une ville qui n'est pas connue pour son progressisme. Voilà, donc j'ai fait des lycées privés catholiques avec tout ce qu'on peut imaginer de ces lycées-là. Et un cadre familial plutôt très chouette. J'ai deux frères qui sont beaucoup plus âgés que moi, parce que j'étais le bébé surprise. Moi, je suis arrivée quand ma mère avait plus de 40 ans. Salut, je suis arrivée comme ça. Et voilà, un cadre familial plutôt chouette, une enfance sympa. Dans ton livre, tu reviens sur ton enfance, une enfance joyeuse. Tu as toujours été un bout en train et tu dis que tu étais gourmande. À partir de quand, de quel âge la question du poids est devenue un sujet pour toi? La question du poids et du corps, effectivement, c'est arrivé assez jeune. Je dirais autour de 8 9 ans, où j'ai eu une conscience un peu de mon corps, parce que je suis déjà... en fait, j'ai une morphologie qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire que j'étais assez grande, même petite, quoi, par rapport aux autres enfants. Et aujourd'hui encore, je suis grande. Je suis une grande et une grosse dame, quoi. C'est ce que j'aime à dire. Et donc, la question a commencé, oui, c'est ça, autour de 8 9 ans, quand on commence à mettre des vêtements qui ont des tailles en fonction de l'âge. Et ben, on a 9 ans, on pense que mettre du 14 ans, c'est pas normal. Et puis, oui, j'aime beaucoup les sucreries, j'aime beaucoup aller à des goûters d'anniversaire. Et je sens que quand je me resserre de gâteau, il y a des petits regards quand même sur moi, ou des petits mots juste du médecin qui dit: ah, faudra peut-être faire attention.
Et donc, c'est arrivé quand même assez jeune, cette conscience de mon poids, sans forcément un regard extérieur sévère. C'était pas forcément, mais c'était justement plus vicieux, plus, comment dire, euh, un peu latent, quoi. Cette question du poids, elle était latente. Et, très tôt, l'entourage, le médecin t'encourage à faire attention à l'alimentation. Puis vient le mot de régime. Tu te souviens à quel âge on t'a parlé pour la première fois de ce mot? Alors, je pense, le mot régime, je pense que je le connais depuis très jeune, parce que ma mère, dès qu'elle m'a eu, en fait, elle a commencé à faire plein de régimes, parce qu'elle a pris du poids avec ma naissance, poids qu'elle n'avait pas pris avec les deux grossesses précédentes de mes frères. Et donc, elle, c'est devenu, depuis que je suis toute petite, une question pour elle, quoi. Elle a grossi et ça lui a pas plu. Et donc, j'ai vu ma mère au régime, souvent. Après, des régimes, pour moi, c'est arrivé un peu plus tard, je pense à la préadolescence, quoi, vers 12 13 ans. Et ce truc-là, oui, de faire attention et justement que le médecin alerte ma mère devant moi sur mon alimentation, sachant qu'en plus de ça, j'avais pas une alimentation particulière, quoi. Il y avait pas trop enfin, il y avait rien, il y avait pas à s'alarmer, quoi. J'aimais les bonbons comme tous les enfants, mais j'en mangeais pas matin, midi et soir. Enfin, Mhm. mais ça a créé en moi une espèce de rapport à ces aliments interdits où je me dis, ah ouais, en fait, il y a toute une partie de la nourriture qui est mauvaise, de voir ma mère faire attention, du coup, que ces aliments-là soient interdits à la maison parce que elle allait en manger et que du coup, moi, je pouvais pas y avoir accès, sauf si j'allais chez mes copains, copines qui en avaient. Et donc, voilà, c'est vers 12 13 ans que tout ça a commencé. Oui, tu racontes la question des bonbons, justement, tu en parles avec ce sentiment de culpabilité. Tu en manges comme tous les enfants, mais chez toi, ça génère quel sentiment, quelle émotion? Bah, c'est ça, c'est vraiment de la culpabilité. J'ai l'impression quand je suis petite, je mange des bonbons et j'ai honte. Surtout que ces aliments-là étant interdits, donc bonbons, chocolat, gâteau, moi j'en achète avec mon argent de poche en rentrant de l'école et j'ai l'impression mais d'avoir fait une énorme connerie. Donc là, pareil, c'est ma période collège. Et j'ai d'ailleurs ma meilleure amie, Marina, qui est aussi dans la BD. On s'achète toutes les deux, en fait, des bonbons, des chocolats. On les mange dans le bus avant de rentrer chez nous. Et sauf que elle est mince, c'est pas moi. Et moi, je suis là avec mes petits papiers de bonbons, en me disant, faut absolument que je les jette. Je reviens même à avoir des stratégies pour pas, que ma mère ne tombe pas dessus. Parce que ma mère m'engueulait pas. Mais elle me disait, ah, j'ai vu que tu as encore mangé des bonbons avant le dîner, c'est pas bien. Et moi, vraiment, j'avais l'impression, mais de commettre un crime. C'est ce que je raconte dans la BD. Non, manger des bonbons, ce n'est pas un crime. Voilà, à noter. Certainement. Et des adultes supposés de confiance te font des remarques aussi sur ton poids très tôt. Je pense à cette prof de danse. Ouais, c'est vrai que moi j'ai fait de la danse toute ma vie, notamment de la danse classique où il y a une espèce il y a un problème avec le rapport au corps, hein, même dans les activités extrascolaires, parce que moi je faisais pas de la danse pour devenir professionnel. Enfin, je faisais juste de la danse parce que j'aimais bien et que c'était un sport, quoi. Et j'en ai fait pendant 15 ans. Et, euh, et oui, très jeune, j'ai eu trois profs de danse et les trois profs de danse faisaient des remarques sur mon poids. Donc dans la petite enfance, c'était c'est dommage parce qu'en fait, tu as le corps pour être meilleur. Mais j'étais là, mais je suis quand même forte dans mes cours de danse, donc j'ai pas besoin d'être mince pour bien danser. Ensuite, ça a été des remarques d'une autre prof de danse qui, elle, était grosse, donc j'ai trouvé ça fou. Et elle me disait, ah, tu sais, si tu maigris maintenant, c'est plus simple que si tu deviens grosse plus tard, genre adulte, ça va être plus compliqué de perdre le poids, il faut que tu perdes le poids maintenant. Et ces petites remarques-là, oui, elles m'ont marqué. Je me rendais bien compte au cours de danse que j'étais un petit peu plus ronde que la moyenne, mais franchement, on parle encore une fois d'une activité extrascolaire. Enfin, voilà, c'est pour s'amuser, quoi, normalement. Arrive la période de l'adolescence et s'il y a bien une période où on se prend de plein fouet la question de la norme, c'est bien celle-là, je pense. Tu dis que dans tes rêves d'adolescente, tu imaginais un futur dans tout un tas de situations, mais tu te voyais toujours devoir devenir mince. Quels étaient ces rêves, ces projets? Je crois comprendre que tu es déjà arrivé à en atteindre certains. Tout à fait. J'ai beaucoup rêvassé dans mon adolescence et ma préadolescence.
de ma vie future et je me rêvais chroniqueuse télé, animatrice télé sur les plateaux. Et effectivement, c'était toujours c'était moi, mais à 25-30 ans, donc à l'âge que j'ai maintenant. Et c'était moi, moi je m'imaginais mince. Je me souviens très bien me faire mes rêves avec mes tenues. Genre, je préparais mes tenues dans mes rêves, comment j'allais être habillée sur le plateau télé et quelles célébrités j'allais rencontrer. Et j'étais tout le temps mince. J'étais incapable de m'imaginer le corps que j'ai aujourd'hui, en fait. Alors parlons de la définition de la norme. Tu as fait un travail d'enquête sur la grossophobie et tu as aussi fait un travail plus personnel, plus introspectif. Tu t'es rendu compte que tu avais intégré la grossophobie de la société. Est-ce que tu as des exemples de ces choses qui pourrissent la vie? Oui, tout à fait. On appelle ça la grossophobie intériorisée, le fait de se dire que cette discrimination, en fait, je me suis même pas rendu compte que c'était une discrimination, la grossophobie. J'ai compris en apprenant la définition de ce mot-là que ça existait. Et moi, toute mon adolescence, je me suis dit que si j'étais pas mince, c'est parce que je faisais pas l'effort d'être mince, parce que j'arrivais pas à tenir ces fameux régimes, parce que je faisais pas attention à ce que je mangeais et que j'avais aucune notion du fait que ça peut être aussi une histoire de morphologie, que la génétique, c'est quelque chose de complexe et qui est injuste, que non, le corps gros ne veut pas dire un corps déprimé, ne veut pas dire un corps qui peut pas bouger, qui peut pas faire de sport. Et à la limite, même si c'était ça, c'est encore une fois de l'ordre du handicap et c'est pas grave. En fait, il y a une espèce de gravité euh, que j'avais tout au long de ma vie en m'imaginant mince et en espérant être mince plus tard. Donc ça, c'était déjà de la grossophobie intériorisée. Et même, enfin, je me suis fait des remarques absurdes où je voyais une personne plus grosse que moi et je me disais, ah, j'espère que je vais pas lui ressembler. Et c'est terrible de penser ça à 16-17 ans. Et dans les exemples des choses qui pourrissent la vie, alors, ce qui pourrit le plus la vie, c'est évidemment le regard des autres et l'injustice. Mais sauf que ce regard, on l'intériorise complètement et donc je me trouvais laide, je me trouvais indésirable et je me limitais dans ce que je pouvais faire ou accomplir. Encore une fois, je m'en suis débarrassée assez vite quand même dans ma vie, donc aujourd'hui ça va. Mhm. Euh, mais ouais, il y a plein de petits. C'est surtout de l'ordre de la pensée, quoi, les petites pensées paralysantes dans la tête. Et pourtant, tu l'écris comme ça, et je trouve cette phrase très forte. La grossophobie, elle est partout, tout le temps, mais tout le monde s'en fout. C'est ce C'est constat vrai. qui te fait vouloir visibiliser les personnes grosses. Complètement. J'ai le sentiment que depuis quelques années, ça évolue quand même, on en entend beaucoup plus parler et on est ouvert, même si c'est à un niveau, par exemple, esthétique, on est ouvert à montrer plus de personnes grosses euh, pour les marques de vêtements, etc. C'est devenu même un truc un peu marketing, mais oui, tout le monde s'en fout de la grossophobie. C'est assez fascinant de même voir dans les milieux militants féministes que on va pas forcément inclure la lutte contre la grossophobie comme étant une lutte majeure et à part entière de ces combats-là. Et parce qu'en plus de ça, il y a cette fameuse pensée de si t'es grosse, c'est de ta faute, donc tu n'as qu'à changer si t'es pas content de l'injustice que tu subis. Ce qu'on ne dirait pas à une femme, on ne dirait pas sois un homme. C'est absurde. Et donc c'est compliqué de vivre avec ça parce que oui, même les personnes les plus aguerries sur le progrès social, ils ont un peu ce truc-là de se dire bah ouais, bah enfin, moi je fais attention à ce que je bouffe quoi. Donc t'as qu'à faire de même. Et est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples dans lesquels la grossophobie s'exprime, mais cette fois de façon ordinaire, hélas, dans la société euh, alors tu disais, on renvoie souvent les personnes grosses à leur propre culpabilité, initiative, voilà, et donc c'est une injustice. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels la grossophobie s'exprime. Je pense à la mode. Tout à fait. Donc, tout ce qui est la vie du quotidien, donc ça va être effectivement l'accès aux vêtements, donc de pouvoir s'habiller dans n'importe quel magasin comme tout le monde. Ça, c'est difficile à partir d'une certaine taille, puisque faut savoir que généralement, les magasins les plus mainstream s'arrêtent au 42, 44. Il faut savoir que la taille moyenne en France d'une femme, c'est 42. Donc forcément, c'est même au-delà de la grossophobie, c'est-à-dire que même les personnes
normées, mais qui sont autour du 44, bah, elles vont avoir difficulté à s'habiller. Donc, je vous laisse imaginer quand on fait du 50 comme moi, ou plus encore comme d'autres de mes amis. Et donc, l'accès aux vêtements, l'accès à l'espace public en général, la plupart des lieux culturels, que ce soit le théâtre, le cinéma, n'ont pas forcément des fauteuils adaptés. Les transports en commun aussi, c'est un problème. Alors, c'est pas un problème que pour les personnes grosses, mais c'est aussi un problème pour les personnes en situation de handicap. Mais pas avoir accès à l'espace public, c'est aussi une manière d'invisibiliser les personnes grosses et de les isoler. Et en dehors aussi de toutes ces galères entre guillemets du quotidien qui seraient en plus de ça réglables de manière politique, quoi, d'imposer un certain nombre d'espaces ça va être beaucoup plus institutionnel, c'est-à-dire les prêts bancaires, par exemple. Ça peut être plus difficile d'avoir un prêt bancaire quand on est une personne grosse. L'accès à l'emploi, il y a une discrimination à l'embauche qui est gigantesque. Quand en plus en France, on aime bien mettre la photo encore sur le CV, alors qu'on sait que c'est une manière de discriminer les gens. Et bah, si vous avez une photo où c'est visible que vous êtes gros, et bien, pour les métiers comme commercial ou j'en sais rien, du service, en tout cas, où vous allez être en relation avec le client, vous avez 10 fois moins de chances d'avoir même ne serait-ce qu'un entretien d'embauche, parce qu'il y a des préjugés sur les personnes grosses. Et ça, c'est dramatique. Alors, on rappelle à ceux qui nous écoutent et qui se posent la question, c'est tout ce que tu viens de nous dire, ce sont des discriminations et c'est déjà illégal. Oui, oui. Tu as appris tardivement, tu le disais, que le mot grossophobie existait. Ça a été vraiment un moment clé pour toi de pouvoir nommer ces choses-là. Ouais, complètement. Moi, j'ai quand même grandi dans un cadre assez féministe, plutôt de gauche, les fameux bobos de gauche, quoi. Et donc, j'avais quand même connaissance de ce que c'est une société, les discriminations, etc. Mais alors, la grossophobie, j'en avais jamais entendu parler. Je savais qu'il y avait de l'injonction sur le corps des femmes et tout, mais bon, je m'étais pas posé la question plus que ça. Et pendant mes études de journalisme, c'est quand même une période où on lit beaucoup d'actualités, les étudiants de journalisme, et je lis un papier dans Libération sur la grossophobie médicale, qui est encore une autre une autre grossophobie, quoi. Écrit notamment avec le témoignage de Daria Marx de Gras Politique, qui est le premier euh, mouvement anti-grossophobie en France. Et je lis ce mot, la définition, et je me dis, ah, mais c'est pas vrai. Vraiment, il y a eu un eureka, quoi. Genre, mais c'est pas vrai. C'est pas normal, en fait, ce que je vis depuis que je suis jeune. C'est un truc, c'est pas un problème que j'ai de manière individuelle. Toutes les personnes grosses, on a la même histoire, en fait. Et avec ma BD, je m'en rends encore plus compte. Parce que tous les témoignages que je reçois, c'est, bah, moi aussi, j'ai vécu ça, moi aussi, j'ai vécu ça. En fait, il y a vraiment un problème général, quoi. C'est pas de l'ordre de l'individu. Et donc, ouais, ce moment-là où j'apprends la définition, il a été, euh, il a été fou. Alors, nommer les choses, le dictionnaire l'a fait, hein, je crois que c'est rentré dans le dictionnaire. Tout à Alors, fait. tu es une personne jeune, donc forcément, tu as connu l'arrivée de ce mot à l'âge adulte et avec beaucoup de recul sur tout ça. Je crois que c'est il y a quelques années. Tu attires l'attention sur le milieu médical aussi, qui a tendance toujours à ramener les patients obèses qui les consultent à la question de leur poids. Euh, Ouais. Là aussi, c'est quelque chose que tu décris comme une injustice, mais tu vas même jusqu'à parler de peur de la balance chez le médecin. Comment ça s'exprime, tout ça? Alors, moi, la peur d'arriver dans le milieu médical et d'aller chez le médecin, elle venait de ça, justement, de devoir me peser et qu'à chaque fois, il y a une déception du chiffre et qu'il y a une inquiétude sur mon poids alors que je suis en pleine croissance et que on peut pas mettre cette pression-là à un enfant du poids sur la balance. Parce que je parle de ça, j'ai quand même 12 ans, quoi. Je suis petite. Et de manière générale, la grossophobie médicale, elle est vraiment, je pense que c'est un des trucs les pires de la grossophobie, parce que le reste de la société nous fait vivre des discriminations en nous disant, mais c'est pour ta santé, c'est pour ta santé. C'est pas bon pour la santé d'être gros. Ok, bon, bah, je vais chez le médecin, et là, la réponse, c'est perdez du poids. C'est tout. Et si vous perdez pas de poids, voilà ce qui va vous arriver. Et généralement, ce qui va vous arriver, c'est la mort et une mort prématurée. Et c'est affreux, en fait, c'est affreux de dire ça à quelqu'un. Et du coup, dans les chiffres, ce qu'on montre, c'est que les personnes grosses vont moins chez le médecin, les personnes grosses meurent plus avec des maladies non détectées, les personnes grosses sont terrorisées, en fait, à l'idée d'aller dans des cabinets médicaux,
En plus de ça, le matériel n'est pas adapté. On peut vivre des humiliations parfois dans des cabinets de médecins, c'est fou. Moi, j'ai un ami à moi, il est allé chez le dentiste pour, je sais plus quoi, un détartrage. Et le dentiste lui a dit, il faut que vous perdiez du poids. Et mon pote, il lui a répondu, mais quoi, je vais maigrir des dents? C'est-à-dire, il y a un moment, il faut aussi, il y a une obsession médicale autour d'une personne grosse, quoi. On voit une personne grosse, il faut lui absolument lui dire qu'il faut qu'elle maigrisse. Et en fait, c'est dangereux et c'est vraiment dangereux. Dans le cadre de ton enquête journalistique, est-ce que tu as pu identifier des raisons à ça? Est-ce que c'est de l'ordre, comme on peut l'imaginer, du préjugé, mais aussi peut-être du manque de formation? Je pense qu'il y a complètement un manque de formation sur la prise en charge des personnes grosses dans le milieu médical, que les étudiants en fait en médecine apprennent vraiment voilà obésité égale diabète égale problème cardiovasculaire. Donc il faut perdre du poids et qu'il n'y a pas du tout forcément la conscience de pourquoi est-ce qu'une personne grosse est grosse. Et en plus de ça, on n'a pas vraiment toutes les clés encore même. C'est encore des choses qui sont étudiées le pourquoi les gens grossissent et le pourquoi, parce que c'est multifactoriel, qu'il y a plein de raisons différentes. Euh, Pareil, le diabète, c'est pas non plus, enfin tout n'est pas clair en fait sur ces sujets-là. Et donc forcément, le médecin voit un patient gros, tout de suite il se dit, bah s'il reste dans cet état-là, plus quand il sera plus vieux, il va avoir telle et telle maladie et tel problème. Et sauf que, en fait, dire à un gros de maigrir, ça n'a pas de sens. Enfin, ça fait même l'effet inverse puisque ça va créer une angoisse qui est pas nécessaire et qui est encore plus mauvaise pour la santé que sa grosseur en elle-même, quoi. Marion, on poursuit le récit de ton histoire, le récit que tu as fait donc dans cette bande dessinée autobiographique. Tu parles d'amour et de sexualité aussi. Tu explores le sujet de l'intime. Tu évoques certains hommes que tu as connus. Tu observes qu'il peut y avoir parmi les gens et les hommes, notamment dans notre société, une certaine fétichisation des personnes grosses. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors moi, c'est mon sujet un peu préféré de prédilection, tout ce qui est autour de la sexualité et de l'amour. Et effectivement, les personnes grosses, alors que socialement et de manière assez générale, on est représenté comme des repoussoirs et que on n'est pas attirant, le corps gros n'est pas forcément très attirant. Il y a ce qu'on appelle la fétichisation, c'est-à-dire des personnes qui vont être attirées que par ça et donc qui vont pas prendre le temps de connaître quelqu'un et de oui de connecter avec quelqu'un, mais va juste se focaliser sur le corps. Et donc, en plus de ça, ça vient d'un truc un grossophobe quoi. Une femme grosse serait euh, plus gourmande au lit, enfin des espèces de préjugés qui n'ont aucun sens sur notre sexualité. Et en fait, c'est violent aussi parce qu'au début, moi, je me souviens très bien, au début de ma vie amoureuse, je me disais, bah cool, en fait, il y a des hommes à qui ça plaît. C'est cool. Je prends ça comme un truc positif. Puis quand je me rends compte qu'en fait, je ne suis utilisée que pour mon corps comme un espèce d'objet, c'est hyper violent de se dire, oh là là, mais non, j'ai pas du tout envie de ça. Et comment je vais faire la part des choses euh, entre quelqu'un à qui je plais vraiment et à quelqu'un qui est juste fétiche de mon corps. Et ouais, c'est difficile de faire la part des choses, hein. Tu te renseignes aussi beaucoup quand tu es jeune sur le sujet du féminisme. Est-ce que là, il y a des passerelles justement entre ton histoire et ce que tu as appris dans le mouvement, dans les mouvements féministes? Ah, complètement. La grossophobie et le féminisme, de toute manière, sont hyper liés, puisque, évidemment, les hommes gros vivent de la grossophobie, mais le corps des femmes, pour le coup, est épié, et notamment dans un aspect très esthétique, c'est-à-dire qu'il faut être pas trop grande, pas trop petite, machin, et donc pas trop mince, pas trop grosse, et donc on se rend bien compte que le, même la plupart des personnes qui maigrissent drastiquement le font pas forcément pour ces fameuses raisons de santé, mais pour ces raisons sociales, de devenir belle, quoi, devenir enfin belle. Et donc moi, je sais que avec ce mouvement féministe, j'ai pu avoir accès à l'information qu'en fait être beau, c'est quand même pas mon objet de vie, enfin c'est même pas mon objectif de vie qu'on me trouve belle. Moi, je me trouve belle maintenant, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me dire que je suis belle, tout va bien. Mais franchement, si vous me trouvez moche, c'est pas, il n'y a pas de souci. C'est plus du tout mon problème.
Et donc oui, je pense que ça fait partie de, voilà, de me rendre compte à quel point les femmes ont une injonction sur leur corps et les femmes grosses encore plus. Ça, c'était lié, oui. Où sont les voies d'amélioration dans cette lutte contre la grossophobie? Est-ce qu'il y a une priorité à rechercher? On rappelle donc que c'est déjà illégal. Sur quoi agir pour faire changer les choses? Alors toi, tu participes à cet effort de visibilisation. C'est hyper important, je trouve. Sur quoi agir? C'est au niveau politique, au niveau individuel? Bah, je pense que c'est à plein de niveaux. Alors effectivement, il y a la représentation médiatique, cinématographique, dans les médias, etc. Il faut savoir que le mot grossophobie, lui, n'est pas inscrit dans la loi. Donc, ce qui est interdit, c'est la discrimination sur le physique, forcément. Mais j'ai d'ailleurs été au commissariat pour une plainte à un moment et notamment parce que je vivais des violences sur les réseaux sociaux et le policier m'a dit alors la grossophobie c'est pas encore dans la loi mais on va y arriver. J'avais été étonnée et qu'un policier me dise ça. Et donc bah, effectivement l'inscrire peut-être dans la loi ça peut être important encore plus que juste la discrimination sur le physique et pour appuyer là-dessus. Au niveau je pense politique il y a plein de choses à faire que ce soit hyper local, à savoir au niveau des préfectures, des municipalités, de rendre accessible leur lieu culturel, leur transport en commun. Ça peut être au niveau de rendre plus facile l'accès à l'emploi en supprimant les photos sur les CV, en ayant des meilleurs moyens de prouver les discriminations à l'embauche. Ça peut être au niveau d'une prévention qui serait qui plutôt que de dire manger 5 fruits et légumes par jour et faites très attention à votre poids et voici la journée mondiale de l'obésité, etc. Et bah plutôt faire de la prévention sur le harcèlement, sur les personnes grosses, etc. En fait, il y a plein de biais possibles. Et aussi que en école de médecine, en faculté de médecine, ils puissent apprendre un peu plus nos histoires, quoi, pour qu'on soit mieux traités. Je reviens à toi, à la Marie d'aujourd'hui. On l'entend à ta voix. Tu es dynamique, drôle. Tu expliques que tu as fait un travail d'acceptation et on l'a compris tout au long de cette interview. C'est le fil rouge de ton histoire. Je suis sûr que cela intéresse beaucoup de gens, justement, cette notion de s'accepter soi-même. C'est passé par quel chemin pour toi, en fait? Alors, cette acceptation, déjà, moi, je me suis vite dit, c'était un peu obligatoire. C'était un truc de survie. Je me suis dit, bon, je vais pas y arriver, je vais pas arriver à faire ce que j'ai envie de faire si à un moment je me lâche pas la grappe. Donc, après, je pense que je suis très privilégiée, étant bien entourée. J'ai pu avoir accès à une psychothérapie qui coûte de l'argent quand même, et je suis encore en train de la faire et ça fait des années, donc je suis bien consciente que c'est vraiment de l'ordre du privilège tout cet argent que je mets dans une thérapie avec une psychologue. Mais je pense que oui, consulter, ça a été vraiment un tournant. J'ai trouvé une thérapeute très chouette et, et voilà, ça a pris quelques années, mais il y a eu juste un moment où j'ai fermé les yeux. Je me suis dit, allez, on n'en parle plus de ce sujet-là. On arrête de se dire tous les jours qu'on est moche. On arrête de se dire tous les jours qu'on n'a pas envie d'aller à la plage en maillot. J'ai envie de me foutre sur la plage en maillot. J'y vais. Ça va être désagréable la première heure parce que je vais avoir l'impression que tout le monde me regarde alors qu'en réalité, tout le monde s'en fout. Et puis après, hop, ça a été des petits caps comme ça. Mais j'avais déjà aussi, je pense, une confiance en moi sur d'autres aspects qui étaient déjà installés. Donc, oui, l'acceptation, c'est compliqué. Et je veux pas non plus, moi, montrer un truc de il faut absolument s'accepter, parce qu'il y a des jours où ça va pas aussi. Faut pas rajouter une nouvelle injonction au body positif et s'accepter, tout le monde est beau, etc. Après, injonction sur injonction, on peut ne plus s'en sortir. Mais, euh, mais en tout cas, moi, oui, ça a été nécessaire. Mais je rassure tout le monde, il y a des jours où je ne m'aime pas, comme tout le monde. Alors, j'ai noté une phrase que ta mère t'a dite à un moment important pour toi et je la trouve formidable, donc je pense qu'il faut la dire dans cette émission. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu veux C'est une phrase, une c'est... phrase de ta mère au sujet quand on va pas bien, en fait, elle te conseille de faire quelque chose. Ah oui, ma mère, donc oui, j'ai eu un moment du coup vraiment de down il y a quelques années et c'est d'ailleurs après ça que j'ai décidé de consulter. J'étais vraiment mal et j'étais en vacances avec mes potes et ma mère,
Ma mère était là aussi, mais c'était une espèce de vacances. Voilà, moi, j'étais plutôt avec mes potes et ma mère elle faisait sa vie. Et, euh, et elle me voit, elle est mal et elle me dit, écoute, aujourd'hui, on part toutes les deux. Laisse tes potes tranquilles. Là, t'es relou. Tu viens avec moi. On se fait la journée toutes les deux, mère-fille. Je me dis, bon, d'accord, ok. Elle me demande pourquoi ça va pas, qu'est-ce qui va pas. Elle me dit, quand ça va pas, il faut prendre une décision. Et c'est pas forcément prendre des grandes décisions. Je vais super mal, je vais déménager à l'autre bout de la terre. C'est juste prendre des petites décisions pour soit se faire du bien. Je décide de passer une journée avec ma mère. Je décide de me balader. Je décide de, voilà, il faut prendre une décision. Ou si mon boulot m'emmerde, et ben je commence à me questionner sur changer de boulot. Enfin, en tout cas, d'être dans l'action, quoi. Voilà. C'était le conseil de ma maman. Quand ça ne va pas, prends une décision. Le temps file à toute allure. On arrive au moment de la question bonus. Vous le savez, j'ai pris l'habitude de demander à chaque invité de nous recommander une voix d'une personne qu'il ou elle nous conseille d'entendre. Marie, de quelle voix as-tu envie de nous parler? J'ai envie de parler de la voix de Salomé Saké, qui est une journaliste pour Blast, pour France Télévisions, notamment France Info, etc. Et qui vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Sois jeune et tais-toi. Voilà, je sais pas si tu la connais. Oui, je la suis. En effet, elle est très présente aussi sur les réseaux sociaux. Elle est engagée sur le sujet de l'environnement. Tout Mais à fait. on va aller lire et consulter son livre. Merci pour cette recommandation. Marie de Breuer, on te retrouve donc en librairie avec Ne jamais couler aux éditions Le Duc. On peut aussi regarder ton documentaire sur la grossophobie qui est disponible gratuitement sur le site internet France TV /. Il s'appelle La grosse vie de Marie. Et puis tu me disais en début d'émission, on peut t'écouter aussi dans toutes les applis de podcast. Tu peux nous dire un mot de tes podcasts? Bien sûr. Il y a Comment tu dates, donc, qui est sur la vie amoureuse sexuelle de personnes invisibilisées, qui est terminé, mais il y a toujours les épisodes disponibles pour tout le monde. Et le podcast Tourista, qui va bientôt changer de nom d'ailleurs, qui ne parle pas de ce que vous pensez, mais qui parle de voyage, que je co-anime avec Maxime Muscat. Et j'en profite aussi pour dire que je sors un autre documentaire sur France TV /, donc le 21 mars. Je sais pas quand est-ce que cet épisode-là sera sorti, mais ça peut-être ça correspondra. Donc voilà, ça s'appelle Camille cherche l'amour et c'est sur la trisomie 21 et l'amour. Donc, vous aurez compris, j'ai vraiment une obsession sur la vie amoureuse des personnes invisibilisées. Question hyper importante. Bah, merci d'avoir raconté ton histoire et contribué donc à visibiliser et rendre audible donc dans ce podcast ces sujets. Merci Marie d'être passée dans mon Merci émission. beaucoup de m'avoir invité, merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.